Fred et Jeanne fréquentaient le même lycée, mais ils se rencontrèrent pour la première fois au bal de Noël. Fred était venu seul et Jeanne aussi. Il se dit que Jeanne était la fille la plus gentille qu'il connaissait, et les deux dansèrent ensemble presque toute la soirée. À 11h du soir pile, Jeanne lui dit « Je dois rentrer maintenant. Peux-tu me conduire jusqu'à chez moi ? Ma voiture s'est heurtée à un arbre à l'allée. Je crois que je n'ai pas fait assez attention à la route. » Fred la reconduit alors jusqu'au bout de la route Brady, qui arrivait dans un coin qu'il ne connaissait pas bien. « Laisse-moi ici, s'il te plaît, » lui demanda Jeanne. « Plus loin, la route est en trop mauvais état pour continuer. Je ne suis plus très loin de chez moi. Je peux marcher. Merci pour tout. » Fred arrêta sa voiture et lui tendit un morceau de guirlande. « Prends-le, dit-il. Je l'ai récupéré dans la salle de bal. » Elle le remercia, déposant la guirlande dans ses cheveux. « Est-ce que ça te dirait qu'on sorte ensemble un de ces jours ? On pourrait aller voir un film ou quelque chose comme ça ?» demanda Fred. « Ça me plairait beaucoup, » lui répondit-elle. Fred redémarra sa voiture et partit, mais il réalisa rapidement qu'il ne connaissait ni le nom de famille, ni le numéro de téléphone de Jeanne. « La route ne peut pas être aussi mauvaise que ça, » se dit-il, et il fit demi-tour. Il conduit à travers les bois sur la route Brady, qui se faisait de plus en plus étroite et accidentée. Mais il ne trouva pas Jeanne. En s'approchant d'un virage, il vit l'épave d'une voiture qui avait heurté un arbre et pris feu. De la fumée en sortait encore. S'en approchant, Fred vit quelqu'un qui était resté coincé à l'intérieur, écrasé contre le volant. C'était Jeanne. Dans ses cheveux scintillait la guirlande de Noël qu'il lui avait donnée. Daisy Clark était dans le coma depuis plus d'1 mois quand le docteur annonça son décès. On l'enterra un doux jour d'été dans un petit cimetière proche de chez elle. « Qu'elle repose en paix », dit son mari. Mais ce ne fut pas le cas. Tard durant la nuit, un pilleur de tombes arriva avec sa pelle et sa lanterne pour la déterrer. Comme la terre était encore meuble, il arriva rapidement jusqu'à son cercueil et l'ouvrit. Son intuition avait vu juste. Daisy avait été enterrée avec 2 bagues précieuses. La première était une alliance avec un diamant et la seconde avait un rubis qui brillait comme s'il était pourvu d'une vie propre. Le voleur s'agenouilla et tendit la main dans le cercueil pour attraper les bagues. Mais celles-ci étaient coincées sur les doigts de Daisy. Impossible de les enlever. Il décida alors que la seule façon de les récupérer était de lui couper les doigts avec un couteau. Mais quand il entailla le doigt portant l'alliance, celui-ci se mit à saigner et Daisy commença à remuer. Soudain, elle s'assit. Terrifié, le voleur se redressa d'un coup, renversant sa lanterne et plongeant la scène dans l'obscurité totale. Il pouvait à présent entendre Daisy s'extirper de sa tombe. Quand elle en sortit, elle commença à marcher, le dépassant. Lui restait là pétrifié, agrippant le couteau à s'en blanchir les jointures. Quand Daisy l'aperçut, elle s'enroula dans son linceul et demanda « Qui êtes-vous » Quand il entendit ce cadavre parler, le pilleur se mit à courir. Daisy haussa les épaules et continua à marcher, ne regardant pas en arrière. Dans sa peur et sa confusion, le voleur prit la mauvaise direction et tomba la tête la première dans la tombe, sur son propre couteau. Tandis que Daisy rentra tranquillement chez elle, l'homme se vida de son sang. Il était presque minuit. Sally revenait en métro d'une visite chez sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai en sécurité dans le métro. Il y a toujours un agent de police, » lui dit-elle pour la rassurer.
Mais cette nuit, il n'y en avait pas. Elle était seule dans le wagon. Quelques stations plus tard, 3 hommes d'apparence intimidante entrèrent. 2 d'entre eux maintenaient debout le 3e, qui semblait très alcoolisé. Sa tête roulait d'un côté à l'autre, et ses jambes refusaient de le porter. Quand ils réussirent à l'asseoir entre deux, sa tête se posa sur l'une de ses épaules. Sally eut l'impression qu'il la fixait. Elle se plongea dans un livre, faisant de son mieux pour l'ignorer. Quelques stations plus tard, l'un des hommes se leva. « T'inquiète, Jim, dit-il à l'homme du milieu, puis il descendit. Peu de temps après, l'autre ami de Jim se leva aussi. « Ça va aller, Jim, dit-il, et il descendit. Il ne restait désormais plus que Jim et Sally dans le wagon. Le métro prit alors un virage serré, et Jim tomba au sol, aux pieds de Sally. Quand elle baissa les yeux, elle vit du sang ruisseler sur le côté de sa tête, et juste au-dessus, une perforation causée par une balle de pistolet. Mademoiselle Briggs s'en allait au centre commercial. Elle comptait faire quelques emplettes de dernière minute avant Noël et finir d'acheter tous les cadeaux pour sa famille. Sur la route, elle heurta accidentellement un chat. Elle ne pouvait pas se résoudre à laisser son corps là, horrifiée par l'idée que d'autres voitures puissent lui passer dessus. Alors elle s'arrêta, empaqueta le chat dans des mouchoirs et le plaça dans un vieux sac de shopping qu'elle avait laissé sur un siège arrière. Elle l'enterrait dans le jardin en rentrant. Dans le centre commercial, elle gara sa voiture et se dirigea vers l'une des boutiques. Elle s'était à peine éloignée que, du coin de l'œil, elle aperçut une femme tendre le bras et s'emparer du sac, profitant d'une fenêtre laissée ouverte. La femme se dirigea alors vers une voiture proche et partit. Mademoiselle Briggs courut vers la sienne, décidée à la poursuivre. Elle la rattrapa non loin de là, devant un restaurant au bout de la rue. Madame Briggs suivit la femme, qui s'approcha du comptoir pour passer commande. Après l'avoir récupérée, la femme s'assit, sirotant son soda, puis elle rapprocha d'elle le sac de shopping. Elle se pencha pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Son visage changea d'expression, laissant place à une pâleur horrifiée. Elle hurla et s'évanouit. La serveuse appela une ambulance et 2 hommes en sortirent pour charger la femme sur une civière. Le sac de shopping était toujours sous la table. Mademoiselle Briggs le ramassa et courut après les ambulanciers. « C'est à elle !» s'exclama-t-elle. « C'est son cadeau de Noël. Elle ne voudrait surtout pas l'oublier. » Trois vieillards vivaient dans la même chambre d'une maison de retraite où ils passaient leurs derniers jours. Leur chambre n'avait qu'une fenêtre. C'était d'ailleurs leur seul lien avec le monde extérieur. Ted était celui qui avait passé le plus de temps dans cette chambre. Il avait donc le lit à côté de la fenêtre. Quand Ted mourut, George, l'homme du lit d'à côté, prit sa place. Et le 3e homme, Richard, prit le lit de George. Malgré sa maladie, George était un homme jovial qui décrivait tout ce qu'il voyait depuis la fenêtre. Les jolies filles, un agent de police sur son cheval, un embouteillage, les ambulances et l'ouverture de nouveaux commerces. Richard aimait écouter George, mais plus il l'entendait parler, plus il voulait voir le monde extérieur de ses propres yeux. Il savait que cela n'arriverait qu'à la mort de George. Rongé par son désir de voir, il se décida donc un jour à le tuer. De toute façon, il ne lui reste que peu de temps à vivre, maintenant ou dans quelques mois, quelle différence ça peut bien faire,
se dit Richard. George avait un cœur faible. S'il avait une défaillance cardiaque pendant la nuit et qu'une infirmière ne pouvait pas s'occuper de lui immédiatement, il devait prendre des médicaments. Il les gardait dans un petit flacon placé sur une table de nuit, entre son lit et celui de Richard. Tout ce qu'il avait à faire, c'était renverser le flacon pour qu'il tombe à un endroit où George ne pourrait l'atteindre. Quelques nuits plus tard, George mourut, comme Richard l'avait prévu. Le matin suivant, il prit le lit à côté de la fenêtre. Enfin, il pourrait voir de ses propres yeux toutes les choses qui lui avaient été décrites. Quand les infirmières sortirent de la chambre, Richard se tourna vers la fenêtre et regarda l'extérieur, mais il n'y vit qu'un mur de briques. Les étudiants d'une école de médecine s'entendaient très bien les uns avec les autres, sauf Alice. Le problème avec Alice, c'est qu'elle était parfaite. En tout cas, c'est ce que pensaient les autres. Elle était toujours aimable et joyeuse. Elle ne s'énervait jamais. Elle rendait toujours ses devoirs à temps et obtenait les meilleures notes. Elle ne se rongeait même pas les ongles. Beaucoup d'étudiants lui en voulaient. Ils auraient voulu la voir rater quelque chose, avoir peur, pleurer ou faire quelque chose qui montrait qu'elle avait des faiblesses, comme eux. Une nuit, plusieurs étudiants se décidèrent à effrayer Alice en lui faisant une plaisanterie. Ils piquèrent la main d'un des corps qu'ils avaient disséqué au cours d'anatomie. Entrant dans sa chambre, ils l'attachèrent au cordon qui permettait d'allumer la lumière. Ce cordon était dans son placard. En éclairant sa chambre, elle se retrouverait à serrer la main d'un cadavre. Ça effraierait n'importe qui, dit un élève. Si ça ne lui fait pas peur, rien n'y parviendra. Après avoir attaché la main, ils partirent tous voir un film au cinéma. Quand ils rentrèrent, Alice dormait. Mais quand ils ne la virent pas en cours le lendemain matin, ils se décidèrent à aller voir ce qu'il s'était passé. Pas la moindre trace d'Alice dans sa chambre, mais ils la trouvèrent rapidement. Elle était assise sur le sol de son placard, fixant la main et murmurant des choses incohérentes. Elle ne les regarda même pas. La plaisanterie avait fonctionné, mais personne ne riait.